Alors, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Passons à table, donc le podcast qui vous présente des membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui, j'accueille Maxime Bernard-Jacquet. Donc salut Maxime. Salut Alex. Et donc voilà, on va commencer directement par une petite présentation. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, et puis Ouais, sur pas de quel projet souci. tu bosses? Donc je m'appelle Maxime, moi je suis sur Grenoble. Ça fait à peu près 8 ans maintenant que je fais du WordPress, un petit peu par hasard, enfin par hasard. On avait besoin d'une solution un petit peu performante, un CMS pour faire des sites pour nos clients, pour qu'ils puissent administrer eux-mêmes. Donc on s'est tourné à l'époque tout de suite sur WordPress, on a essayé de Drupal et Joomla et bon, on s'est rendu compte que WordPress c'est ce qui nous plaisait le mieux. Du coup on a monté une agence en 2007 sur Grenoble, aujourd'hui elle s'appelle Smoothie Creative. Et on fait 50% d'applications web et 50% de sites administrables avec WordPress. Donc voilà, aujourd'hui, je fais souvent des événements WordPress, je fais du blog sur mon blog WP Spread, et puis voilà, j'écris des articles techniques et ces choses-là. D'accord. Puis tu es aussi à l'origine d'une conférence, enfin d'ateliers sur Grenoble aussi, Ouais, relativement à WordPress, ouais. le meet-up WordPress à Grenoble s'appelle WordPress in Alpes, Ouais, en, ouais, ouais. en honneur de Web in Alpes, l'événement grenoblois alpin une fois par an. Donc on Ouais, en fait. organisé par Ouais, Olivier Janinski. ouais, c'est ça. Donc, voilà. On s'est dit en 2014, on va organiser plus d'événements que Webinalp, et du coup, on s'est dit on va en organiser un qui soit orienté autour de WordPress. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, en quoi ça consiste, quel est le contenu de ces événements? Ouais, c'est tout simple, hein. On se rejoint une fois tous les 3 mois dans un espace de coworking qui s'appelle Cowork à Grenoble. On a une trentaine de personnes à chaque fois. On essaie de faire venir 3 intervenants qui vont faire des talks de 10-15 minutes maximum sur des sujets bien particuliers. Ça peut être du technique, ça peut être des plugins, ça peut être de la rédaction web la dernière fois, tout ce qui tourne autour du rédactionnel, du copywriting. Et ensuite, on a un petit apéro qui est financé par un petit sponsor. Et on a un happiness bar où les gens peuvent venir poser leurs questions, découvrir les technos. Et puis le but, c'est que tout le monde puisse se rencontrer, discuter, parler de leurs problèmes, trouver des partenaires, etc. Ok, super. Bon, donc, amis grenoblois, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes dans le coin. Le prochain doit être fin septembre, je pense. Ok, fin septembre, donc ouais, c'est pour bientôt. Bientôt, ouais. Voilà, voilà. Bon, alors on va retourner directement à WordPress. Alors, donc, tu disais que tu avais testé plusieurs CMS, donc WordPress, Joomla, etc. Et qu'est-ce qui fait que WordPress, t'as mis des petites étoiles dans les yeux, alors. Moi, quand je teste un logiciel, une application ou peu importe, la première chose qui me touche, c'est la simplicité et l'ergonomie, quoi. Mhm. J'ai peur d'avoir des choses qui soient compliquées à utiliser. Et donc, après, c'est une question de feeling, c'est une question de goût personnel. Mais par exemple, Joomla, j'ai tout de suite pas accroché. Drupal, ça allait un peu mieux. Il y a quand même une bonne philosophie, une bonne logique. C'est juste que quand je l'ai essayé, c'était la période du passage à la version 6 à 7, où ils ont réécrit la plupart du code et qu'il y a eu des grosses incompatibilités, 13 000 bugs non fermés à l'heure de la sortie du truc. Donc, ça m'a pas aidé. Donc voilà, ouais, WordPress, j'ai aimé sa simplicité vraiment dès le début, le fait que ce soit très ouvert, que ce soit très facile à apprendre et que ce soit très facile de rajouter des fonctionnalités par un développement ou par des plugins. D'accord, ok. Donc ouais, tu me parlais juste avant l'interview là, que tu étais quand même assez porté sur la technique. Et, quel genre de choses tu développes? Tu fais plus des thèmes, des plugins? Qu'est-ce que tu... Ouais, alors En plus de monter des sites, quoi. voilà, bon, la plupart des choses que je fais, c'est quand même monter des sites internet pour des clients. Alors des clients qui ont des besoins quand même plutôt spécifiques, généralement. Quand je dis qu'on accompagne aussi des startups, on les accompagne dans une méthodologie de Lean Startup. Et derrière du développement, des fois on utilise WordPress. On a eu le cas de 3 filles qui ont lancé un site de vente de sacs en ligne. Et leur gros deal, c'était que les sacs étaient personnalisables. Donc on a D'accord. utilisé une base de WordPress et de WooCommerce. Par contre, derrière, on a créé un module en AngularJS qui permet de faire de la personnalisation d'un sac, donc de A à Z. C'est quand même un assez gros module, c'est assez nouveau, quoi. C'est du genre du Nike ID ou du MyRebook. Et du coup, derrière, ça envoie à WooCommerce pour toute la phase de commande, quoi. Ok. Donc, ouais, donc on va faire du développement, on va dire, de thèmes de A à Z. Hein. Les thèmes qu'on fait généralement pour 90% de nos clients, c'est des thèmes qu'on fait sur mesure.
avec une Mhm. qui a été réfléchie, un design qui est vraiment propre à leur charte, et derrière un développement de modules supplémentaires qui n'existent pas forcément sous forme de plugin. D'accord, ok. Alors bah tiens, tu as commencé à parler des thèmes, on va enchaîner là-dessus, parce que bah, ça a bien parlé, tu as fait quelques petits articles sur tout ce qui est thème premium, etc. Donc, je te mettrai les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore lu. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner, enfin faire un petit résumé de ton point de vue sur tout ce qui est thème, bah voilà, premium, D'accord. Bah, en fait, développement c'est sur parce mesure. que je fais beaucoup de formations, donc j'ai un public, je connais un public assez large au niveau de personnes qui sont soit très techniques, soit pas du tout. Donc c'est vrai que Mhm. j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient WordPress et qui me disaient c'est pas si simple que ça. Donc en analysant un petit peu plus en détail, je me suis rendu compte oui, c'est des gens qui ne sont pas techniques. Alors ça peut être des gars qui ont travaillé dans le print et qui se disent je vais faire du web, j'ai pas le temps d'apprendre ou pas la motivation d'apprendre un web trop technique. Et je me rends compte qu'il existe WordPress et plein de thèmes premium sur ThemeForest ou thèmes que je peux acheter et que je peux configurer moi-même. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait cette cible-là n'était pas si petite, elle était vraiment énorme et que tous ces gens-là, bah, quand ils allaient installer un thème, passer une certaine époque, c'était vraiment compliqué, quoi. Parce que le thème, comme il est construit, il est fait sur la logique du développeur qui l'a fait, en plus de la couche WordPress. Exact, ouais. Et c'est là où tous ces gens se disent ouais, putain, j'ai installé un thème, j'ai passé 4 heures, il n'est pas du tout comme j'avais vu quand je l'avais acheté parce que il n'importe pas les données, etc. Du coup, j'ai changé de thème et rebelote sur 4 heures parce que c'était pas du tout la même façon d'installer. Et c'est vrai que l'article que j'ai écrit en début d'année avant le WordCamp Paris parlait justement de ça et que ben, du coup, ça pouvait nuire un petit peu à la réputation de simplicité de WordPress. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai avec les thèmes super personnalisables comme les Salient ou autres thèmes dans ce genre-là. Donc ça a tendance à s'améliorer, mais c'est vrai que c'est pas encore super super évident. Bah, c'est vrai que, comme tu disais, chaque thème a sa propre philosophie, quoi. En plus de WordPress, il y a le surcouche du développeur, et c'est vrai que euh, on peut se perdre, quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps avec un thème que j'ai pris sur ThemeForest. C'était vraiment une cata. Le mec, enfin, on se demande comment ce qu'il avait dans la tête, toi, même avec la doc, tu essayais de comprendre le fonctionnement du truc, mais tu n'arrivais pas à afficher des trucs simples, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. La personne, elle prône sa propre philosophie en fait, et du coup, difficile quand on arrive nous en tant qu'un autre développeur avec notre autre logique de s'y retrouver. Ouais. ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, Ouais. Vas-y, continue. les thèmes fournissent un view data, donc on peut importer les paramètres et le contenu de ce qu'on avait vu en ligne. Ça permet d'aller voir comment ça a été fait. C'est le cas pour Salient parce que même s'il est plutôt bien fait, il reste quand même très très complexe avec des options de partout. Et des fois, pour voir comment il a fait un type de bloc, 3 blocs à côté, sans marge, etc., pour aller retrouver les bons paramètres, au moins on n'a pas à les deviner, quoi. On peut aller voir comment ça a été fait. Hmm. Ok, mais après, ouais, c'est vrai que aussi, enfin, ce qui peut aussi nuire à la simplicité, c'est aussi justement la profusion des options, quoi, parce que des fois, t'as des dizaines et des dizaines d'options et ça peut vraiment perdre les gens, quoi. Enfin, ça, j'ai déjà remarqué, quoi. Qu'est-ce Ouais, que c'est ça. Bah, c'est souvent en plus, c'est encore quand je parlais de surcouche, il y a des fois ils utilisent des trucs comme WooCanvas qui va faire une certaine base avec des pages d'options. Et du coup, c'est déjà plein d'options. Alors, ils peuvent en enlever, en rajouter, et par-dessus, ils vont rajouter leur truc. Donc, on a une couche WordPress, une couche framework ou Canvas, par exemple, et une couche thème. D'où la complexité, au final, d'avoir un totem de fonctionnalités. C'est là où on retrouve souvent le problème des gens qui se disent je fais mon site en local et je le mets en ligne, il n'y a plus aucune image qui marche, parce que ben, le framework n'a pas fait l'effort d'enregistrer correctement l'image et il enregistre l'URL complète, donc l'URL locale, quoi. Un problème qui Hmm. n'est pas résolu à ce jour pour beaucoup de thèmes, malheureusement, et je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un a la réponse. Lever la main, ouais. Ouais. Mais après, le souci en plus, c'est que quand tu as plein d'options, c'est que après, le résultat que les gens obtiennent, il n'est pas forcément super, super, quoi. Non, c'est clair, c'est toujours pareil. C'est comme quand on veut personnaliser un personnage dans un jeu vidéo. Il y a des jeux vidéo où on peut faire toutes les personnalisations, le nez, le menton, la largeur. Au final, on va passer 4 heures à personnaliser un personnage, on n'en sera pas super satisfait, quoi. Quand on nous donne trop de choix, qu'on n'est pas designer ou développeur, on ne sait pas trop. Au bout d'un moment, on sait plus trop quoi faire, quoi. Ouais, C'est c'est le clair. C'est le problème de certains thèmes où ben, même Salient te propose en fait la typographie, donc la taille du texte, la typographie, la couleur pour chaque zone dans le site.
Donc on pourrait très bien définir 15 typographies différentes, alors qu'il faudrait définir 4 couleurs, 3 typos, une pour les titres, une pour les textes, et une pour les textes un petit peu spéciaux, et puis basta, quoi. Ça devrait pas aller plus loin, et ça serait plus simple pour l'utilisateur. Ouais, c'est clair. Bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire bah, avec Thème de France, c'est que tu vois, on essaye de verrouiller quand même un minimum pour éviter que justement le rendu soit, enfin, qu'il y ait 50 polices, qu'il y ait 50 couleurs différentes, tu vois, et du coup, on perd en lisibilité après pour les visiteurs finaux, quoi. Ouais, il faut trouver le bon compromis. C'est sûr que c'est difficile, mais bon, Ouais, c'est un subtil équilibre, quoi. il faut volontairement limiter les fonctionnalités. Ouais. Mm, Parce que les gens disent, ouais, mais je peux pas tout modifier, mais c'est vrai que bon, quand on prend un thème tout fait, c'est qu'on n'a pas la capacité de faire un truc vraiment 100% sur mesure, donc il faut savoir faire quelques concessions. mm. Au final, C'est c'est clair. pas l'élément important. Si on n'a pas pu mettre son blog de la taille exactement, de la couleur exactement comme on voulait, c'est peut-être pas ça qui va faire perdre des ventes ou de la conversion, quoi. Donc, pas forcément le Ouais, truc sur lequel exactement. se focaliser. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que justement un thème premium, donc un thème qui est vendu, il a vocation à être utilisé pour plusieurs dizaines de projets, donc ça doit avoir quand même une certaine base, enfin des trucs communs que voilà, ça peut pas être adapté à tout type de projet, quoi. Ouais, c'est clair. Dans ces cas-là, il faut se faire faire un thème sur mesure, comme Ouais, voilà, du coup, le budget il va exploser. c'est clair. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, les thèmes premium, ça permet d'alléger un peu le coût d'un projet, mais après, si on veut vraiment un truc personnalisé, il faut soit passer par un développeur, soit passer quelques heures dessus, quoi. Voilà. Et ça peut être déjà du coup un bon début pour quand on commence une activité. Par exemple, nous, comme on accompagne des startups, c'est vrai que des fois la startup n'a pas un gros budget au début et on procède par hypothèse. Donc la première hypothèse, c'est par exemple de vérifier qu'il y a une cible clientèle. Dans ces cas-là, on va mettre en place une sorte de landing page avec un abonnement newsletter en expliquant le concept et en mettant des boutons d'appel à l'action. Donc, soit on l'a fait directement à la main, soit si la personne a un besoin un peu plus poussé, des fois on utilise un thème déjà tout fait. Donc, ça arrive, des fois on utilise un thème dans une première phase et plus tard, quand la boîte commence à évoluer, là on passe sur un vrai site internet. Hmm. Ouais, donc ouais, ça peut être des bons conseils. Donc, si vous montez une boîte et si vous lancez quelque chose sur Internet, donc commencez par un thème premium et une fois que vous aurez une activité, on va dire un peu plus dynamique, passez à un design sur mesure, quoi. Voilà, ouais. Même pour pas s'embêter, mon conseil ce serait de prendre un thème comme, je reviens sur Science, mais comme ça en fait on peut composer sa page avec le Visual Composer, donc on peut choisir les différentes sections, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des colonnes, comme ça en fait ça permet de tester. Moi je dis à mes clients que je les forme généralement sur un thème comme Salient, je leur dis d'abord vous le dessinez sur papier, voir un petit peu ce que vous voulez mettre comme contenu, c'est le plus important, hein. D'abord on réfléchit à ce qu'on va dire et après on le met en page, et après on essaye. Il laisse quelques semaines comme ça sur son site, il voit s'il a de la conversion. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut très facilement changer la disposition ou la remettre. Hmm. Comme ça, on n'a pas le temps et ça lui permet de trouver la meilleure disposition pour continuer, quoi. Ok. Bah tiens, tu fais bien de parler de Visual Composer, donc ce plugin qui permet de créer différents agencements au sein d'un thème. Est-ce que tu le recommandes particulièrement ou moyen? Qu'est-ce que tu en penses? Il est quand même pas mal fait, mais je trouve que c'est une usine à gaz. Donc quand c'est inclus dans un thème premium, soit ça passe bien. Salience, The Seven, etc. Ils sont très bien avec ça. Par contre, c'est vrai qu'on a vite fait d'avoir des boutons un petit peu de partout. Surtout que sur Salient, la traduction française, elle est affreuse. Le petit bouton ajouter une colonne s'appelle ajouter maintenant. Parce qu'en anglais, tu as add row et add now. Ils ont fait un petit peu Ouais. de gamme. Bon, il faut le savoir. Mais non, sinon, quand on fait les thèmes sur mesure, on va surtout utiliser ACF, donc Advanced Custom Field, qui est passé en version 5 récemment, là, version pro. Du coup, ça nous permet de créer des champs additionnels, en fait. Donc, c'est quelque chose que et moi-même et Grégoire Noyel évangélisons beaucoup, parce que vous savez qu'il y a un plugin qui m'a quand même vachement changé la vie. Donc, aujourd'hui, je m'occupe de sa traduction française. Oui, on a oublié d'en parler au début en introduction. Ouais, c'est vrai que tu es le traducteur officiel. Ouais, bon, c'est en fait, quand je l'ai découvert, je sais quoi, c'était en 2011, je crois, au WordCamp Paris, c'était un petit WordCamp encore à l'époque, c'était pas si longtemps non plus, hein. Mais on parlait justement de ça, je commence à avoir des besoins un peu plus poussés en termes de champ, parce que mon designer, ben, lui, il suit les modes, on a des mises en page de plus en plus complexes, avec différentes zones, différentes colonnes. C'est vrai que le petit éditeur visuel de WordPress ne permet pas de le faire simplement. Alors, comment avoir des choses comme des shortcodes pour faire des colonnes, mais ça devenait très compliqué. On demande à l'utilisateur de faire de la mise en page, et pour nous, c'est hors de question dans la philosophie.
Donc on a découvert ACF et c'est vrai que du jour au lendemain, il m'a vraiment changé la vie. Donc je me suis dit, bon, en plus d'acheter la version premium, est-ce que je peux aider à la communauté là-dessus? Je me suis dit, tiens, je peux faire la traduction, elle est pas complète, elle est pas à jour. Et c'est vrai que donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe, c'est dans son admin de pouvoir rajouter des champs, par exemple dans les articles de blog. Imaginons, pour faire simple, on a une catégorie jeux vidéo, on veut faire des notes de jeux vidéo, comme sur jeuxvideo.com. On peut rajouter un champ notes, un champ éditeur, site web, date de sortie, etc., etc. On peut rajouter des galeries photos en plus, on peut faire des champs relationnels. Donc le champ relationnel, c'est d'aller faire une liste d'autres articles. Imaginons qu'on est sur un site un peu comme sur un site e-commerce, on veut promouvoir des produits parallèles aux produits qu'on est en train de consulter, ben le gars peut choisir dans une petite liste avec un petit moteur de recherche et ça fait un lien directement. Okay. Très visuel, il y a très peu de programmation en fait avec ça, et du coup ça rajoute énormément de fonctionnalités. Donc nous on pense en fait le design de la page et l'ergonomie avant, et le client il a juste à choisir différents modèles de page qu'on a choisi ou cas de figure avec ACF, et il a sa liste de champs à remplir, il n'a plus qu'à faire le remplissage, il clique sur valider et c'est publié quoi. Okay. Pour nous, la philosophie, c'est que le client doit faire de la rédaction. Ce qui est important pour le référencement, c'est d'écrire du contenu. Donc, faut enlever tout ce qui est réflexion sur la mise en page. Ça, le client final ne doit pas avoir à le faire, quoi. Il doit gagner du temps au maximum. Ouais, c'est clair que, surtout même, voilà, s'il paye quelqu'un pour faire son site, lui, il veut juste s'occuper du contenu et voilà, quoi. C'est clair, hein, tous nos clients, c'est ça. On veut passer le moins de temps possible sur le site. On sait que c'est très important, mais on n'a pas que ça à faire. Hein. C'est pas des community managers dans les boîtes qu'on a en tant que client. Il y en a pas beaucoup, quoi. Des fois, on externalise, nous, on n'est pas expert là-dedans. On a beaucoup de partenaires sur Grenoble qui font du community management, du social media, etc. Donc, on peut leur conseiller une prestation chez eux s'ils n'ont vraiment pas le temps. Et s'ils n'ont pas, par exemple, les moyens, bah, ils ont un accès à une interface d'admin qui est vraiment conçue pour eux, quoi. Bon, alors, on a parlé de Visual Composer et d'ACF en tant que plugin. Est-ce que tu recommandes un troisième qui pourrait convenir surtout à des débutants Bah déjà, ouais, je pense que comme tout le monde, je conseillerais de mettre Yoast, SEO. Ouais, j'étais sûr que tu allais dire ça. Hein? J'étais sûr que tu allais dire ça. Ouais, bon, bah, c'est le truc de base, hein. On installe WordPress, on met Yoast. Même si on ne sait pas trop le configurer ou quoi, rien que le fait de le mettre, il va faire toute l'automatisation de certains aspects techniques, voilà quoi. Bon, si vous voulez configurer, j'ai fait un article là-dessus, donc allez voir sur VP Marmite. Voilà, ouais. Ça, c'est clair que ça manque pas de tuto, il est tellement au top celui-là. Si vous voulez optimiser votre site rapidement, il y a le plugin de Julio et de Jonathan? Ouais, putain. Pardon, désolé Jonathan si tu regardes cette vidéo, ton nom. Donc WP Rocket vous permet d'optimiser votre site avec un CDN, du cache, etc. Donc aujourd'hui Google c'est important pour lui d'avoir un site qui se charge vite, donc optimiser. Surtout si vous utilisez des thèmes premium qui sont super lourds, comme on disait tout à l'heure, c'est pas plus mal d'avoir quelque chose qui optimise quoi. Ouais, c'est clair parce que, enfin, bon, là on va parler un petit peu technique, mais il y a vraiment pas mal de scripts qui sont chargés dans les thèmes premium et de scripts et de styles. Et c'est vrai que ça alourdit vraiment les trucs, quoi. Donc, un plugin de cache, c'est vraiment recommandé. Ouais, c'est même nécessaire maintenant. Hein. On peut plus s'en passer. C'est clair. J'avais fait sur le blog WP Spread d'ailleurs un article sur mes 8 plugins que je trouvais les plus performants. Okay. J'ai pas fait souvent les gens font en mettre une cinquantaine, j'ai juste mis vraiment les 8 que j'utilise souvent. D'accord, bah, on le mettra en lien en dessous de la vidéo. Donc sinon il s'appelle ma sélection de plugins WordPress indispensables sur WP Spread, on trouve j'ai mis Yoast, ACF, WP Rocket, WooCommerce si vous voulez faire du commerce, ouais. Et un autre que j'aime bien quand même c'est MigrateDB Pro, qui permet en fait de faire de la migration de base de données entre un site local et un site distant. Donc ça c'est super pratique quand on doit reprendre un site pour faire une nouvelle version ou pour améliorer, et pour le remettre en local, la synchronisation elle se fait en un clic quoi. Je l'ai téléchargé pour faire un test sur le blog, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais j'espère que ça va venir rapidement. Ouais, mais, en tout cas, on a dit beaucoup de bien, quoi. Ouais, parce que si vous êtes du genre à modifier votre site directement à choix en ligne, ça c'est pas bien. Donc ouais, donc en un clic, la base de données est rapatriée en local et il n'y a plus qu'à continuer à bosser quoi. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que, enfin, là, même là, dernièrement, j'ai une personne qui était un petit peu en
en difficulté pour passer son site de local à en ligne, euh, je lui ai recommandé, il y avait un script, c'est Grégoire sur le site de Grégoire qui en parlait. Un script, alors je sais plus le nom, enfin, c'est pour remplacer les URL dans la base. Et bon, ça Ouais, marche très c'est bien. pour ça qu'il y a un plugin. Il y a Velvet Blue URL qui permet de le faire aussi pas mal. Et c'est vrai Mhm. que je pense qu'il faut qu'on automatise un peu ce process pour le professionnaliser. Donc c'est pour ça que nous, on fait beaucoup de recherche et développement un petit peu sur les technos comme WPCLI. Je ferai peut-être une intervention là-dessus, un de ces quatre à une conf. Mais pour que le fait qu'on implique, on installe un WordPress et qu'on configure, tout soit prêt et qu'on implique que ça soit mis en ligne, que ce soit rapatrié sans qu'on ait besoin de faire des manips. Puis bon, au bout de la 60e fois qu'on fait un site web, ça devient lourd, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Alors du coup, enfin, vous êtes en train de bosser là-dessus et enfin, vous avez une date de sortie ou? Non, bah en fait, c'est surtout un process qu'on va mettre en place. On va utiliser des technos qui existent déjà, comme WPCLI. Donc, c'est de la ligne de commande. Mais bon, le but, c'est qu'on arrive à faire un script qui fasse tout seul. C'est vrai que WPCLI, il fait quand même, il automatise plein de choses. Donc, en une seule commande, on peut créer un WordPress, créer la base avec les options, les plugins qu'on aime bien. Et tout se fait automatiquement. Donc, il y a Mhm. vraiment des choses à faire là-dessus. On a un thème de base qu'on a conçu nous en interne qui nous permet aussi d'avoir tous les outils qu'on a besoin sans, euh, sans avoir trop de choses non plus qui sont chargées, qui est vraiment optimisé pour qu'à chaque fois qu'on démarre un projet, on passe pas trop de temps là-dessus. Ok, d'accord. Alors, du coup, tiens, là, on va revenir sur ton blog, là, ton nouveau blog qui vient de sortir il y a pas trop longtemps. Ouais. Alors, du coup, ouais, bah, pourquoi justement tu as fait ce changement et bah, qu'est-ce que tu comptes proposer à terme sur ce blog? Au début, j'avais commencé à bloguer sur du WordPress sur mon site perso. C'est là où les gens me trouvaient pour travailler avec moi, mes clients ou les gens qui venaient voir juste lire des actus. Puis je me suis dit que ça serait bien qu'on ait quand même une marque un peu comme tout le monde fait à l'heure actuelle, les gens qui sont un peu connus dans la communauté. L'exemple de WP Marmite, par exemple. Je me suis dit que ce serait mieux d'avoir quand même, maintenant que je fais du blog, je blogue que sur du WordPress, d'avoir vraiment un blog qui soit séparé, qui soit dédié à ça. Demain, WP Express, ça sera aussi quelque chose qui est tourné autour de la formation. Donc la formation sur site et à terme la formation peut-être en ligne, ce que j'aimerais bien faire. Mhm. Voilà, on fait de plus en plus de formations. Il y a aussi énormément de gens qui veulent apprendre le WordPress, alors soit très techniquement ou soit très basiquement à installer des thèmes premium. Donc c'est vrai que on va dédier un site autour de tout ce qui est formation WordPress et apprentissage. Ok, d'accord. Là pour fournir des ressources gratuites, plutôt au niveau technique, on va dire, tuto et débutants aussi. Mhm. Bah, c'est vrai enfin, il y a quand même une grosse demande au niveau enfin, pour apprendre à faire bah, plein de petites manips, à utiliser des plugins, mettre deux, trois petits bouts de code par ici, par là pour avoir des petites fonctionnalités en plus. Donc c'est vrai que Voilà. Mm. De toute façon, sur mon blog, les articles les plus visités, c'est comment mettre en ligne son site WordPress et comment apprendre WordPress, par où commencer, quoi. Ouais, Donc, il y a vraiment, on sent qu'il y a vraiment des gens au niveau des stats qui veulent apprendre et donc du coup, on va fournir des ressources. Il y en a plein qui existent en anglais, mais il y en a beaucoup, je sais, qui sont réfractaires à lire des articles en anglais. C'est vrai que des gros articles bien techniques, des fois, c'est pas super évident de se faire complètement en anglais. ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est clair, ouais, en tout cas, c'est toujours un plus d'avoir bah, des nouveaux blogs en français qui parlent de WordPress. Ça permet de bah, justement dynamiser un peu la communauté, quoi, et bah, de solidifier aussi tout ça, quoi. Ouais, voilà, mais on sait qu'on est une communauté, qu'on a des choses à dire et que WordPress en France, c'est quand même quelque chose qui bouge, quoi. Ouais, c'est clair. Bah voilà, c'est vrai que tous les ans on a un WordCamp. Là, il y a le WP Tech à Nantes qui va se faire. Il y a des meet-up, bah, voilà, comme on parlait tout à l'heure. WordPress in Alps. Je sais qu'il y en a aussi à Lyon. Et donc voilà, il y a peut-être d'autres choses qui se font. D'ailleurs, s'il y a vous faites d'autres meet-up, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On pourra en parler Et dans un t'en as épisode beaucoup de maintenant dans podcast. les grandes villes, ouais. Il y en a dans chaque grande ville à peu près, je pense. Ouais, ouais. Je suis de Grenoble s'il n'y en avait pas. Il y Je crois a qu'il même y en a un à Toulouse. un. Donc ouais, voilà. Bah tiens, on va parler de la communauté justement. Qu'est-ce que tu aimes dans la communauté WordPress? Pourquoi en fais-tu partie de cette grande famille? Cette grande famille WordPress. Bah, c'est vrai Ouais. que quand j'ai commencé à bien maîtriser mon WordPress, je me suis dit, tiens, il y a des événements qui se font un petit peu à droite à gauche. Bon, Grenoble, Paris, c'est pas la porte à côté, mais en train, Ouais, c'est clair. on y est assez rapidement.
La portion Lyon-Paris est assez rapide, par contre la portion Grenoble-Lyon est assez longue. Mais bon, ça prend 3 heures, donc ça va. On s'est dit, tiens, si on allait se faire un petit WordCamp Paris, ça peut être intéressant de voir un petit peu l'état de la communauté, quoi. Et c'est vrai que je suis tombé dans un cadre, je connaissais absolument personne. Je suis arrivé là-bas tout seul avec mon petit ordi et mes baskets. Et j'ai rencontré tout de suite une communauté de gens qui sont super ouverts, super sympas. C'est pas comme dans certains lieux où les gars qui sont super influents sont inaccessibles. C'est des mecs avec qui on peut aller parler, communiquer avec eux, que ce soit sur Twitter ou en vrai, et qui sont super ouverts, quoi. Ils sont pas là pour vous mordre. Ils sont toujours partants pour partager leurs ressources et leurs informations. Donc, du coup, c'est devenu une habitude d'aller au WordCamp Paris, d'aller dans des petits meet-ups. Je suis allé à Suisse Genève aussi. Alors, c'est vrai que les Suisses sont réputés pour leur gentillesse. Là, c'est encore plus que plus. Quand c'est du WordPress plus du Suisse, c'est vraiment super accueillant, super sympa. Donc, du coup, ce qui m'a motivé l'année dernière d'aller au WordCamp Europe à Leiden, aux Pays-Bas. C'est vrai que là, on voit la très grande famille WordPress européenne, même internationale. Il y avait des gens du Japon, d'Israël, d'Amérique qui étaient là. Du coup, cette année, je vais renouveler l'expérience et aller à celui qui se déroulera à Sofia, en Bulgarie. Je pense qu'on va rencontrer encore pas mal de gens, quoi. Ouais, c'est clair. Mon conseil, si vous vous lancez dans WordPress, vous n'êtes pas là depuis longtemps, n'hésitez pas à aller faire des petits événements. S'il n'y en a pas dans votre grande ville, organisez-en un. Vous n'avez pas besoin d'être 50 au premier rendez-vous, même une petite dizaine, ça suffit amplement. Ouais, une petite dizaine dans un bar, discuter autour de WordPress, c'est super cool, quoi. C'est comme ça que WebInalp avait commencé, nous, à Grenoble, et c'est comme ça que WordPress Inalp a commencé aussi, et puis, pareil que les WordCamps, quoi. Ok, ça marche. Alors du coup, on a parlé, voilà, on a parlé de ton blog, on a parlé de la communauté. De quoi tu pourrais nous parler encore par rapport à WordPress? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce que tu peux, par exemple, tu suis des personnes particulières ou qui est-ce que tu admires dans la communauté internationale, française? Ouais, j'essaie de suivre pas mal de monde, enfin pas mal de monde. Je suis pas trop de gens, si on regarde mon compte Twitter, je suis pas 2000 personnes, quoi, j'en suis entre 500-600. J'essaye de centraliser sur les ressources les plus importantes, quoi. Je suis autant des gars du web général, on va dire, que de WordPress. Après, c'est quand je vais lire des articles, si je vois que l'article est intéressant, je regarde qui c'est qui l'a écrit et je prends tout de suite l'habitude de le suivre après sur Twitter. C'est vrai qu'on se retrouve avec des gens qui partagent relativement souvent des ressources très très intéressantes. Donc c'est ce qu'il faut faire. Après, j'ai pas de chaman, on va dire, en particulier. J'apprécie tout le monde dans la communauté parce que tout le monde a quelque chose à dire. On va prendre, il y en a qui sont Julio Potier, il est spécialiste dans la sécurité, SEO Mix dans tout ce qui est référencement orienté WordPress. Donc voilà, faut suivre des gens chacun a sa spécialité, donc faut suivre un petit peu tout le monde pour. Ouais, c'est clair que c'est assez vaste, quoi. Au début, je suis parti polyvalent, j'avais l'impression que ces gens-là, ils savaient absolument tout du web. Je me disais, mais comment ils font dans des journées de 24 heures? On se rend compte que non, ils ont leur spécialité, ils sont assez bons en général, mais ils sont vraiment bons dans leur spécialité, quoi. Voilà, selon vos affinités, il faut suivre ces personnes en particulier, mais toujours garder un petit côté polyvalent. Voilà, c'est clair, c'est qu'on a tous, voilà, on va dire entre guillemets un domaine de prédilection. Et donc ouais, comme tu disais, ça peut être la sécurité, ça peut être faire des thèmes, faire des plugins, plus orientés référencement, etc. C'est super vaste, mais enfin voilà, au bout d'un moment, il faut quand même se spécialiser dans quelque chose, mais tout en gardant effectivement un côté généraliste pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe et voilà, être au courant de ce qui se fait, quoi. Ouais, c'est clair. Alors si je devais citer une personne que j'admire beaucoup dans la communauté, c'est les gars de MailPoet. Ouais. Moi, j'ai pu le rencontrer au dernier WordCamp et on a parlé ensemble. Et c'est vrai que ils sont partis en disant tiens, on va faire un petit plugin de newsletter qui a pris vite beaucoup d'ampleur et du coup ils font que ça à l'heure actuelle, quoi. C'est devenu une vraie start-up, une agence web et ils travaillent que sur ça, quoi. Ils sont super cool, super sympas, ils ont un super beau produit, donc je trouve vraiment leur parcours exemplaire. Bon, même s'ils m'ont coûté 2 jours de ma vie à restaurer mes hébergements suite au piratage qui a eu le mois dernier, mais je leur en tiendrai pas rigueur, hein, des failles on en trouve de partout malheureusement. On codera des failles. Hein.
Ouais, c'est vrai que bah, c'était justement Kim qui avait fait une conférence bah, pour nous parler de du plugin de MailPoet. Ouais, Euh, c'est ça. mm, mm. Mais c'est vrai qu'il est, ouais, il est super cool, super ouvert en plus. Il fait des blagues, il est marrant. Et, euh, et donc voilà. Mais ouais, du coup, tu t'en sers beaucoup de MailPoet sur tes sites clients? Ouais, on le revend surtout aux clients qui ont besoin. Bah, c'est vrai que du coup, imaginons qu'on a un client qui a besoin de vendre en ligne, qui a besoin de faire de la newsletter, bah, il peut tout faire à partir d'une seule interface et son WordPress. Souvent, quand les gens me disent quel est ton avantage sur WooCommerce par rapport à du Magento ou du PrestaShop, je leur dis bah, mon client il a qu'une seule interface et ça reste simple. Oui, Mm. mais WooCommerce n'est pas aussi poussé que PrestaShop ou Magento. Quoique, je dirais que maintenant WooCommerce a quand même bien évolué et qu'on retrouve à peu près tout ce qu'on a besoin. Et qu'aujourd'hui, on construit plus un site e-commerce pour faire une usine à gaz, mais on est surtout orienté sur un concept ou un type de produit, donc ça suffit amplement, quoi. Mm, mm. Ah bah justement, ouais, tu disais que, voilà, qu'il y avait des différences entre WooCommerce et du Magento, du PrestaShop, et qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Parce qu'après, je sais qu'il y a beaucoup d'add-ons. Alors, Ouais, c'est ça. Tout ce qui va manquer par défaut, on va le retrouver dans des add-ons payants, mais généralement, ils sont entre 29 $, 45 $, maximum 100 $. mhm, Donc, c'est pas excessif, en fait. Sur un projet de façon e-commerce qui est un petit peu compliqué, forcément, le budget sera forcément élevé, donc on n'est pas à 50 $ près pour un plugin, quoi. mhm. Du Et coup, c'est vrai que des fois, on a des clients qui ont des cas très particuliers quand il faut faire de l'export de colis en fonction du poids, en fonction de la zone, en fonction de la TVA. Je crois que c'est des choses qui sont à peu près incluses dans le commerce de base. J'ai pas eu besoin de plugin pour ça. Si, quand ils veulent faire de la location, par exemple. Alors, des fois, on peut pas faire de la location dans WooCommerce, donc il faut un plugin pour ça, quoi. mm. Ouais, mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est tous les concepteurs, on va dire, de plugins e-commerce. Enfin, moi, perso, j'utilise Digital Downloads, EDD. Et c'est vrai que ben, ils sont confrontés comment dire, à plein de dilemmes. C'est que ça revient un peu à ce qu'on disait avec les thèmes tout à l'heure, c'est que ils doivent avoir une base e-commerce, ben, une base, voilà. Et après, voilà, comme chaque projet e-commerce a ses spécificités, il faut pouvoir ajouter des petites add-ons ici et là pour bah, justement bah, pour optimiser bah, le site au projet, quoi. Voilà. Ou même, du coup, faire du développement complètement sur mesure, comme on avait fait pour les filles et leurs sacs. Du coup, l'avantage, c'est que ça reste dans la même logique que WordPress, c'est des hooks, c'est des filters, donc ce système de crochetage nous permet de rajouter des fonctions à des moments donnés, et donc de rajouter ces personnalisations. Donc au Mhm. moins, on reste dans la même logique, on n'a pas à apprendre une nouvelle technologie, on reste toujours sur la même façon de faire, quoi. Donc, Ok. Et donc, WooCommerce, c'est le seul plugin e-commerce que tu utilises ou tu en as testé d'autres? je les ai testés, les autres, mais c'est vrai que depuis que WooCommerce était passé en version 2, je ne l'aimais pas en version 1, autant dire, dès le début. Et dès qu'il est passé en version 2, j'ai redonné 5 minutes. Dans ma philosophie, j'essaie toujours de donner 5 minutes même à des choses que j'aime pas parce que bah, tout peut changer, il n'y a rien qui est acquis. Mm. Et j'ai refait un essai, j'ai testé, j'ai vu que c'était vraiment bien foutu, que c'était vraiment mieux intégré dans WordPress. Et du coup, j'ai été conquis quoi, rapidement. Ok. Ouais, parce rapidement, les autres plugins qu'il y a pour faire de l'e-commerce, je crois qu'il y en a un qui s'appelle WP e-commerce. T'as un petit nouveau qui est arrivé, alors ça fait quelques mois, je crois, qui s'appelle, en fait, c'est le plugin d'Item qui s'appelle Exchange. Ouais. Ça, j'ai pas testé non plus. Avec WP e-commerce, j'avais fait un site client dessus, c'était pas mal. Hein. Ouais. C'était pas mal aussi. Je sais pas ce qui en est devenu maintenant. Et du coup, j'ai serré le nouveau que tu m'as dit là, parce que bon, ben, toujours, hein, comme toujours dans le web, ça évolue très très vite. Mm. Faut pas être largué, faut suivre le train. Donc, dès qu'il y a des nouvelles techno, ça coûte rien de perdre 5 minutes pour l'essayer, voir un peu ce que ça peut être. Et un jour, peut-être, quand on aura un projet et se dire, mince, on a un besoin très particulier, ben, quand on aura fait des tests de plugin ou quoi, on saura directement quelle solution choisir et on aura gagné quelques heures. Ok, ok. Bon, bah c'est cool. Je pense qu'on a fait le tour on a parlé pas mal de choses. Tu crois qu'on a oublié de parler de quelque chose? Je sais pas, Non, je tu pense bosses sur d'autres projets en parallèle ou? qu'on a parlé de thème, on a parlé de WordPress, la communauté, les événements. Non, on Ok, a fait un ok. Bah alors dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, où est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent te trouver? Et ben, si vous êtes pas loin de Grenoble, vous pouvez nous trouver sur Grenoble. Sinon, Ouais, sur Internet, hein, sur wp-spread.com ça marche. ou notre agence smoothie-creative.com. Ok, ok.
Bon, bah voilà, je mettrai tout ça sur la vidéo, enfin sous la vidéo, pour que les gens qui nous écoutent puissent te retrouver et puis en savoir plus voilà, sur ce que tu fais. Et donc, bah, vous pouvez aller sur www.spread, enfin, -spread.com, pardon, pour voir les tutos, enfin, et les articles de Maxime. Et donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si vous voulez recevoir les suivants, abonnez-vous juste ici. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode 5. Allez, salut! Ciao. Salut!